Le périphérique vert a été imaginé il y a 5 ans par le groupe informel de citoyens Rêvons la Ville, citoyens lambda qui pensent que la démocratie locale, ce n'est pas seulement voter pour leur maire tous les 6 ans, mais que cela peut procéder aussi d'un dialogue au quotidien entre élus et citoyens. Si le périphérique vert existe aujourd'hui, c'est parce que les élus des communes traversées et ceux du Grand Angoulême ont su écouter ces citoyens et reprendre leurs projets. Mais revenons-en à notre visite. Nous allons l'effectuer avec Jacques Gasté. C'est lui qui, avec un autre membre de Rêvons la Ville, Patrick Trégouette, et avec le comité départemental de randonnée pédestre, a travaillé pendant plusieurs années à chercher le meilleur tracé, identifier les propriétaires privés traversés à certains endroits, fouiller le cadastre, signer des conventions, apporter leurs remarques aux services techniques qui ont travaillé sur le projet. Le résultat, c'est un parcours de 19 km, pratiquement sans voiture, sans goudron sur plus des 2/3 du tracé et qui ne s'éloigne jamais à plus de 2 km de l'hôtel de ville et du plateau, dont on découvre par endroits de somptueux panoramas. Alors nous commençons le tour de ce périphérique vert depuis les piles de l'ancienne ligne de chemin de fer du Petit Rouillac, en pleine campagne et tout près pourtant du centre. Alors Jacques Gasté, les piles du Petit Rouillac, vous les connaissiez avant ? Ben non, c'est avec le périphérique vert que je les ai découverts, en fait, en passant ici. Et alors ce que j'ai remarqué ici, là où nous sommes, c'est qu'on voit très bien le clocher de l'hôtel de ville, qui est tout proche, peut-être à 1,5 km. Et on est en pleine nature. On est sur le bord de la Charente et sur ce chemin qui est derrière nous, qui est le périphérique vert, où il y a une servitude qu'on appelle de marchepied, où on a le droit de passer. Donc voilà. Alors là, on est effectivement en pleine campagne et pourtant tout près de la ville, avec aujourd'hui, le jour où nous enregistrons cette émission, la preuve que ce plan d'eau de la Charente, il est un terrain de jeu, puisque il y a des gens qui s'entraînent pour des raids d'aventure. Je crois que c'est des gens qui sont de l'armée qui escaladent ces fameux piliers du Vieux Rouillac. De ce point, on se dirige vers où ? On va aller maintenant vers le bois des Mérigots, donc, qui est sur la commune de l'île des Pagnacs, qui est encore un endroit très vert, préservé, où il y a plein de choses intéressantes à voir. Et on y va pratiquement sans voir de voiture. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, jusqu'à la route de Paris, donc ça sera évidemment hors des routes, hors du goudron, et de la route de Paris jusqu'au quai Magélis, il n'y a pas du tout de goudron, donc on sera en dehors des voitures. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, pour illustrer les propos de Jacques, je remonte un tout petit peu et je m'aperçois que je suis sur un chemin piéton qui longe à l'arrière des maisons, hein, qu'on ne peut pas deviner depuis la route et qui pourtant vont nous mener jusqu'à l'île de Bourgine sans voir de voiture. Alors, nous arrivons donc de notre précédent point qui était les piliers du Petit Rouillac, qui se trouve juste derrière le boulodrome, c'est sur la commune de Gompontouvre. On a donc marché le long du cimetière, puis on a traversé un long chemin piéton et non goudronné pour rejoindre la rue de Paris. Et depuis la rue de Paris, on a un peu marché sur le goudron, mais nous voilà arrivés dans le bois des Mérigots. Et on arrive dans un endroit du bois des Mérigots qui est peut-être pas connu, avec un tout petit chemin qui s'appelle le chemin du Gros Chêne et qui arrive sur une porte minuscule. Absolument, hein, ce bois est quand même assez extraordinaire parce qu'au milieu de l'agglomération, comme ça, on a un grand espace vert avec des arbres centenaires. Et on va aller vers cette petite porte qui débouche sur la rue et qui n'est pas connue du tout et qui est juste un passage dans le mur qui entoure le bois. Une petite porte où je crois qu'il faut se baisser pour passer parce qu'elle est vraiment très basse. Tout à fait, il ne faut pas être un très très grand randonneur, il faut se baisser pour pouvoir passer sous cette porte. Allez, on y va Jean-Louis ? On y va. Et on se dirige maintenant vers Soyaux.
Alors ce serait criminel de se rendre à Soyaux sans s'arrêter sur le passage, puisque c'est sur le parcours de la Coulée Verte, dans ce magnifique endroit qui est la Font Chauvin. Une petite fontaine qui est au creux d'un vallon, au pied du champ de manœuvre de Soyaux. On ne se rend pas compte, on est encore en pleine ville, mais en même temps en pleine campagne. Jack, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Il y a cette source là où on voit qu'il coule toujours avec de l'eau claire et qui va se jeter donc dans un petit ruisseau qui s'appelle le Lunès. C'est de là que vient le nom de Lunès. Et le Lunès va lui-même se jeter dans la Touvre avant de se jeter dans la Charente. Et effectivement, c'est un endroit qui est très vert, qui est très agréable pour venir quand il fait chaud l'été. Il y a beaucoup de grands arbres. Et donc on est tout près de l'île d'Épagnac. En fait, on est dans le fond de la vallée, au pied du champ de manœuvre. Il y a un énorme dénivelé. Ça a été un problème pour tracer le parcours à cet endroit, du fait du dénivelé pour atteindre Soyaux. Il y a un chemin communal qui vient de Soyaux. Le chemin communal a été débroussaillé puisque c'est là qu'il faut passer et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait du remblai depuis des années, personne n'était passé là et ça va être certainement assez compliqué pour faire l'itinéraire du périph' vert qui passe par là. Pourtant, ça serait par là que ça serait le plus joli. Alors là, on va grimper gentiment vers la route, puis traverser devant le centre des impôts, et on va arriver dans les bois de Soyaux, qui vont nous mener directement au cimetière de Soyaux, et c'est là qu'on se rend tout de suite. Alors, une fois arrivé en haut des bois de Soyaux, il suffit de poursuivre ces bois pour arriver quasiment à la rue de Périgueux, sans goudron. On traverse la rue de Périgueux et on arrive à des endroits complètement méconnus, comme celui sur lequel nous nous trouvons maintenant. C'est quoi exactement, Jacques? C'est la fontaine Charlemagne que très peu d'habitants de l'agglo connaissent. Donc là, il y a un grand chemin qui part tout droit, mais à gauche, il y a un petit chemin. Et là, on va y descendre et tu vas voir, c'est un endroit merveilleux où il y a une petite fontaine également. Alors on descend, allons-y. Allons-y. Nous descendons quelques marches et nous atteignons au milieu de vieux murets la fameuse fontaine Charlemagne. Est-ce qu'on sait pourquoi elle s'appelle Charlemagne? Écoute, là je ne saurais pas répondre. En fait, on a parlé de Charlemagne, mais je pense que c'est une légende. En tout cas, les promeneurs pourront y trouver ainsi un peu de fraîcheur. Cette fontaine, à la fin de l'automne, moment où nous nous trouvons, est quand même un tout petit peu sèche, mais le site est magnifique avec une jolie prairie, un petit jardin potager, des arbres. C'est un endroit reposant. Avec des vieilles pierres, un vieux mur avec des pierres bien appareillées, qui sont très très belles et effectivement c'est un endroit qui est très reposant et très agréable. En empruntant un petit chemin ombragé en descente, on atteint là une espèce de vaste prairie en chaume. C'est un paysage assez caractéristique du coin. Peut-être vous pouvez nous en dire quelque chose. Alors, l'autre particularité de ce terrain en chaume, c'est que c'est une indivision entre des voisins. Donc, c'est un cas particulier, je pense, dans la propriété. Ce terrain appartient à des propriétaires non identifiés. On les désigne au cadastre comme les riverains de Grappillé. Tout à fait. D'ailleurs, quand on a voulu passer ici, on devait donc chercher sur le cadastre à qui appartenaient ces chaumes. Et c'est là que nous nous sommes aperçus effectivement qu'ils appartenaient donc aux voisins, aux propriétés qui sont juste au-dessus. Et je pense que d'ailleurs ces gens-là ignoraient complètement qu'ils étaient dans cette indivision. Et d'ailleurs, quand on en a questionné certains, effectivement, on s'est aperçu qu'ils ignoraient complètement cette particularité juridique. Alors, pour les randonneurs que vous êtes, et le randonneur aguerri que vous êtes, Jacques, quand on trace un parcours, une des difficultés, c'est d'identifier les propriétaires, d'obtenir les autorisations. Ça a été compliqué pour le périphérique vert? Oui, parce qu'en 19 km, on en traverse beaucoup quand même. Alors, il y a des propriétés qui sont communales, qui appartiennent aux communes, aux 5 communes que le périph' vert traverse. Là, il n'y a pas de souci, puisque les communes avaient délibéré en conseil municipal et elles étaient d'accord. Donc, on a pu signer des conventions avec les communes.
Par contre, quelquefois, comme ici où nous sommes tombés sur des parcelles. C'est très parcelé, le cadastre, il y a beaucoup de parcelles. Et donc on doit faire une convention à chaque fois qu'on passe sur une parcelle privée. Et c'est très compliqué pour nous de trouver quels sont les propriétaires, parce que ce sont souvent effectivement des indivisions familiales, des personnes qui ne sont plus en Charente, qui sont très loin, qui sont âgées. Et là, quelquefois, on a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ça nous arrive souvent d'avoir des échecs. On n'arrive pas à trouver à qui appartient la parcelle, ou les gens refusent parce qu'ils ont peur que ça crée un droit, une servitude. Et donc, on est obligé de faire un petit détour de manière à ne pas passer sur la dite parcelle. Donc on trouve quand même toujours une solution. Ce terrain de chaume, là, c'est quelque chose d'assez caractéristique de la région d'Angoulême, hein. On en trouve beaucoup. C'est des terrains pauvres. Ce sont des terrains pauvres, mais au printemps, quand on est ici, on trouve beaucoup d'orchidées sauvages. Et ça, c'est quelque chose d'admirable de voir toutes ces orchidées. On essaye effectivement de ne pas trop piétiner de manière à ne pas les abîmer. Mais c'est un terrain qu'on trouve beaucoup dans la région, dans cette vallée qui part d'ailleurs de la fontaine Charlemagne et qui descend vers l'Anguienne, mais qui en réalité est une vallée sèche parce qu'il n'y a pas de ruisseau en bas. Alors, quand on est ici, en fait, on voit que tout autour, il y a des arbres. Les arbres sont présents partout. Sans s'en rendre compte, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas franchi de col, mais on est passé d'une vallée à l'autre, de la vallée de la Lunesse à la vallée donc de l'Anguienne. Et pour rejoindre la vallée de l'Anguienne, on se dirige derrière nous vers un petit chemin ombragé, vraiment un chemin comme on voit sur les gravures, hein, magnifique. Et donc là, la balade prend un tour tout à fait champêtre et va nous mener directement jusqu'au bord de l'Anguienne, qu'on va longer pour donc poursuivre notre voyage. On a traversé donc la vallée de l'Anguienne, un endroit vert, riant et tout, et puis on vient de monter une côte. On est un peu essoufflé, une côte un peu raide qui nous mène depuis le Petit Fresquet jusqu'à des chaumes, à nouveau des chaumes comme on disait tout à l'heure, en léger contrebas de la rue du Capitaine Fabre. En fait, on est en parallèle de la rue du Capitaine Fabre, et là on a une vue absolument magnifique sur le plateau d'Angoulême. On voit évidemment Aubzine, la mairie d'Angoulême avec son clocher, avec la tour Marguerite de Valois. On voit la cathédrale, on voit la fin du plateau d'Angoulême qui descend en pente douce vers l'ouest. Et on est dans un endroit complètement à la campagne, avec une végétation très basse, de type presque méditerranéen. Tout à fait, c'est une végétation qu'on retrouve sur toutes ces chaumes, sur tous ces plateaux qui sont autour d'Angoulême. C'est une végétation méditerranéenne. On y trouve en particulier au printemps des orchidées. J'ai vu ici des orchis-boucs en particulier, des orchidées d'ailleurs assez rares qu'on retrouve ici également. Alors on va reprendre la route là sur du plat pour un petit moment, rejoindre ma campagne et puis la ferme des Valettes qui est notre prochaine étape. Alors maintenant, nous avons poursuivi notre chemin, traversé la rue de Montmoreau et passé en dessous de l'école normale pour atteindre la cité des Castors. Et nous arrivons dans un petit passage, il doit faire au moins 7 ou 8 mètres de large, qui a été récemment débroussaillé. Et là, cet endroit explique encore une des difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut baliser des chemins de randonnée. Oui, Jean-Louis, parce que jusqu'à maintenant, nous passions à côté et tout le monde y passait depuis des années. Et en fait, c'est une propriété privée. Et quand on a demandé l'autorisation de faire une convention, la propriétaire n'a pas voulu. Mais on s'est aperçu, coup de chance, que nous avions à côté une parcelle qui appartenait à la ville d'Angoulême, qui était complètement embroussaillée.
Les services de la ville l'ont ouvert et maintenant nous pouvons aller directement par cette parcelle en continuant notre itinérance sur le périph' vert. Voilà, et là on est devant un chemin effectivement extrêmement bien dégagé, très large, qui va nous emmener dans les bois Saint-Martin. Voilà, par une très belle prairie, et c'est certainement le plus beau point de vue d'Angoulême, sur Angoulême, à partir de cette prairie, vous allez voir, venez. Nouveau point de vue sur Angoulême, là depuis la prairie sur laquelle débouche le petit chemin dont on vient de parler à l'instant. Alors là on a une rangée d'arbres devant, mais derrière on est tout près, on a l'impression d'avoir zoomé sur le plateau d'Angoulême. Oui, et puis alors il y a le bois de Saint-Martin à nos pieds, ce bois où les riverains me racontent souvent qu'ils voient des chevreuils, qu'ils voient des sangliers, là, en pleine ville, hein, regarde, on est vraiment en pleine ville, quoi. Et donc c'est un endroit qui est tout à fait extraordinaire, je trouve. Sur notre droite, on aperçoit donc les tours de l'hôtel de ville et le clocher, enfin, je ne sais plus comment on dit, pour désigner le clocher de la cathédrale, le campanile, je crois on appelle ça. Et puis de l'autre côté, on aperçoit le clocher de Saint-Ozone. Et puis toute la plaine à l'ouest qui s'en va vers Cognac. C'est vraiment remarquable. On a ce point de vue depuis la ferme des Valettes, mais là, on est encore plus haut. Tout à fait, on a l'impression qu'on pourrait le toucher quasiment, le clocher d'hôtel de ville, on est tout proche. Et tout à l'heure, au début de notre randonnée, je disais qu'on est quasiment 80% du parcours, jamais à plus de 2,5 km à vol d'oiseau de ce clocher de l'hôtel de ville. Mais alors là, vraiment, on est beaucoup plus près. Alors on est à 2 km du clocher de l'hôtel de ville partout, et là ça peut peut-être dire quelque chose aussi du projet initial du périph' vert, qui était de créer non seulement un chemin récréatif comme celui qu'on est en train de faire, mais aussi un des moyens de transport doux du Grand Angoulême. Et on pourrait imaginer des choses qui rayonneraient depuis le centre-ville, que ce soit le Champ de Mars qu'on peut atteindre très facilement par Fontgrave depuis le petit fresquet où on était tout à l'heure, que ce soit ici depuis Saint-Martin, le quartier de Saint-Martin qui est en bas où on peut remonter très facilement vers le Jardin Vert, que ce soit depuis l'île Marquet où là également on peut remonter vers le Jardin Vert. Ça veut dire que ce périphérique vert, aujourd'hui il est récréatif, mais demain il peut devenir un des moyens de transport doux au même titre que les vélos, ou que les vélos électriques, ou que les autobus. Quand on arrive en bas du bois de Saint-Martin, il y a un chemin qui permet de revenir vers la route de Montmoreau. Et à ce moment-là, on prend les escaliers qui permettent de remonter sur le plateau, ces fameux escaliers que beaucoup d'Angoumoisins connaissent, qui sont au bout de la route, là où ils ont fait un giratoire maintenant. Et tout de suite, on arrive là-haut sur le plateau. Alors que là, nous sommes en pleine nature, mais on est à quoi 400-500 mètres de ces escaliers, c'est extraordinaire. Oui, ces escaliers, oui, qu'on voit en bas de la rue de Montmoreau, en face anciennement les faïenceries, et qui montent. Bon, tout le monde les connaît, mais je ne suis pas sûr que beaucoup les aient grimpés, parce que ça grimpe, ouais. Tout à fait. Descendre un passage, je suis en bas de la prairie dont on parlait tout à l'heure. Voilà un passage, un des rares passages qui aurait encore besoin d'un petit aménagement, qui est un peu difficile. Il faut se tenir aux arbres, on a des marches qui sont assez hautes, et on descend au travers d'un petit sentier tout étroit, fait de marches successives. Alors autant tout à l'heure, la descente était compliquée, comme je le disais, avec un passage vraiment où il y a des marches très hautes, des rochers, et donc sans doute pas à la portée de tout le monde. Autant là, donc il y aura besoin d'aménagement, autant là, un tout petit peu plus bas, des escaliers ont été faits, et là ça rend effectivement le cheminement beaucoup plus facile. Donc il faut espérer que la collectivité achèvera le travail à l'étage supérieur en créant des marches du même type que celles que je suis en train de franchir, qui sont quelquefois un peu hautes, mais qui sont quand même tout à fait accessibles
à n'importe quel marcheur et pas seulement à des marcheurs aguerris. On est redescendu par la ferme des Valettes jusque dans le quartier de Saint-Martin et là on se retrouve dans la verdure, on quitte les chaumes, on retrouve un paysage extrêmement vert. Derrière nous on a même des bananiers, c'est extraordinaire. Et ici on est en contrebas de la cathédrale avec une vue magnifique et puis sur notre droite une petite source. Oui, là on a une source qui est alimentée actuellement et qui va se verser dans l'Anguienne qui est juste en bas là. Et là il y avait beaucoup de cressonnières, donc il y a des cressonnières encore et c'est de l'eau très pure qui sort de la colline du bois de Saint-Martin. Et là on se dirige effectivement sur ce chemin très peu connu, on entend l'eau là à côté. On entend le glou-glou. Voilà, on entend le glou-glou de l'eau. On va essayer de l'écouter. Oui. Extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Alors qu'on est à combien 400 mètres de sous le plateau, quoi, même pas. Et on est vraiment en pleine campagne avec des arbres magnifiques. Avec des maisons et des habitants qui sont quand même privilégiés dans cet endroit. Et oui, tout à fait, parce que c'est un endroit très calme. De toute façon, on ne peut pas passer en voiture, là, c'est trop étroit. Et maintenant, on n'est plus qu'à quelques mètres de la route de Bordeaux et on va passer sous la route de Bordeaux. On va vous expliquer dans quelles conditions. Sous la route de Bordeaux, en effet, les collectivités locales ont aménagé un passage à l'occasion des travaux de redimensionnement de la canalisation de l'Anguienne qui ont pour but de permettre de faire face aux crues centenaires. Ce n'était pas le projet au départ, ce n'est pas prévu, mais les services techniques ont modifié leur projet initial pour créer, à l'occasion de ces travaux, un passage pour le périphérique vert, un passage piéton, plat et pratique, qui peut permettre aux habitants de tout le sud du plateau d'Angoulême de rejoindre l'île aux Vaches et l'île Marquet, et de rejoindre même, via une de ces variantes dont on parlait tout à l'heure, le parc de loisirs de Freshneuil, sans voiture, et même avec un landau d'enfants. Et nous nous retrouvons sur les bords de la Charente, ici sur la passerelle Corto-Maltaise, avec la statue qui est juste derrière nous. Nous finissons donc ce parcours. Une fois de plus, on peut le commencer et le finir là où on veut. Mais nous, aujourd'hui, nous finissons ce parcours au bord du fleuve Charente, comme nous l'avions commencé du côté de Gompontouvre. Alors ici, d'une certaine façon, on a accès à peu près à tous les coins d'Angoulême. Oui, tout à fait. On est juste en dessous le plateau. On est sur l'île Marquet, qui est également une très belle île avec beaucoup de biodiversité. On est entre deux bras de la Charente. Et il suffit de faire quelques mètres pour monter sur le plateau par le jardin vert. Le périph' vert, il arrive en fait de l'île aux Vaches. Cette île qui jouxtait le Montausier, les anciens abattoirs, et où on mettait les vaches en attendant. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'île aux Vaches. Et on arrive en passant sous le pont de Saint-Cybard directement à la passerelle. Anciens abattoirs, donc où on est passé tout à l'heure. Et quand on était sous la route de Bordeaux, on expliquait qu'on pouvait aller à Freshneuil. C'est une bifurcation et c'est une de ces fameuses radiantes dont on parle depuis le début, qui peuvent compléter et venir se greffer sur ce périphérique vert. Quand nous sommes passés sous la route de Bordeaux tout à l'heure, donc nous pouvions arriver ici directement sans quasiment trouver de véhicule. On est tout proche en fait en prenant l'itinéraire du périph' vert. On débouche à l'endroit où l'Anguienne arrive au confluent de l'Anguienne et de la Charente. Et on est tout de suite à Freshneuil, l'île aux Vaches. Et là, on arrive à l'île Marquet, où nous avons fait donc maintenant plus de 18 km, presque 19 km, après avoir fait tout le tour du plateau. Et pour arriver au pied du plateau qu'on peut rejoindre là en 3 minutes maintenant. Tout à fait, oui. Maintenant, en 3 minutes, on peut rejoindre le plateau. Il suffit de monter le jardin vert. Ce périphérique vert n'est que la première étape d'une ambition beaucoup plus large de ses concepteurs. Il a actuellement une fonction essentiellement récréative, c'est un itinéraire de promenade et de randonnée. Pourtant,
il est déjà relié à la coulée verte qui va de Saint-Yrieix et Gompontou jusqu'à bien au-delà de Fléac et de Saint-Michel. Et il offre un grand nombre de possibilités pour se relier à ce que pourraient être des itinéraires radiants qui restent à créer et qui rejoindraient tous les quartiers par le jardin vert et par les nombreux escaliers ou petits chemins qui montent vers le plateau. C'est donc un véritable réseau de circulation au quotidien qui peut s'ouvrir derrière le périphérique vert. Rêvons-la-Ville en est convaincu, le périphérique vert a vocation à devenir un élément à part entière des transports doux de l'agglomération d'Angoulême. Une voie de communication piétonne ou cycliste selon les endroits qui participe pleinement, au même titre que la voiture, l'autobus ou le vélo électrique, au plan de déplacement urbain de l'agglomération au quotidien.